Dans votre pratique, dans votre expérience, vous êtes donc les premiers, les pompiers, à détecter ces complications précoces qui surviennent immédiatement après la chute ou dans les quelques heures qui surviennent après la chute. Alors elles sont listées pour certaines sur cette diapositive, il y en a beaucoup plus, mais je voudrais faire un petit point sur des éléments particuliers. Les fractures, pour commencer. 5% des chutes se compliquent de fractures, et parmi ces fractures, la principale fracture qu'on doit redouter, c'est la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, FESF. C'est environ 77 000 cas par an en France, et c'est une fracture abominablement dangereuse parce que dans 20 à 30% des cas, elle s'accompagne d'un décès prématuré dans l'année qui suit, malgré une bonne intervention chirurgicale faite par des équipes entraînées. C'est 50% de perte d'autonomie volontiers qui vont guider les gens vers l'EHPAD, et c'est à peu près 10% aussi de grands déclins fonctionnels, de perte d'autonomie, comme on dit. Après, il y a les hématomes. Les hématomes sont à l'intérieur du corps. Des fois, il faut faire des examens complémentaires pour les découvrir, mais parfois, ils sont externalisés. Un hématome de la cuisse, par exemple. Alors, ce n'est pas l'accident du jeune motard, mais ça revient au même. Avec des anticoagulants, ces fameux médicaments qu'on utilise beaucoup, qui vont favoriser les hémorragies internes ou externes. Et ça, vous savez très bien les repérer, les soigner, faire un compressif un peu plus significatif quand on est avec une plaie externalisée. Le deuxième point, c'est l'aspect cutané des choses. Alors ça, c'est un domaine sur lequel on passe assez vite, mais la barrière de la peau, c'est quelque chose de très important pour protéger les gens des infections. Or, quand vous êtes tombé, vous allez avoir souvent des frottements, des zones de frottement, des zones d'appui. Si je suis tombé sur le dos, je vais appuyer sur mes coudes, je vais appuyer sur mes fesses, je vais appuyer sur mes talons pour tenter de me relever, et je vais faire des brûlures, littéralement, des escarres. Et si je suis tombé sur le ventre, eh ben, cette fois-ci, je vais avoir des escarres du dos du pied, de la face antérieure du genou, de la face antérieure du ventre, du thorax, et pourquoi pas du visage. Et puis il y a aussi ces escarres. Les escarres, c'est vraiment une plaie chronique ou une plaie subaiguë. Attention, quelqu'un qui aurait des escarres avant, c'est peut-être aussi parce qu'il est tombé plusieurs fois. Alors il y a un terme que je voudrais tordre le cou qui s'appelle le syndrome de la tortue. Le syndrome de la tortue, c'est celui qui est une image vilaine parce qu'elle a un côté négatif des personnes âgées. C'est si vous mettez une tortue sur le dos, elle va mourir parce qu'elle ne va pas pouvoir se relever, elle ne va pas pouvoir se basculer sur le ventre. Et c'est tous ces signes des plaies cutanées chroniques qui faisaient qu'on appelait ça le syndrome de la tortue. Et d'un point de vue prise de sang, à l'hôpital, on confirmait ça par une rhabdomyolyse, une nécrose des muscles en dosant des enzymes des muscles. Vous voyez, vous n'utilisez pas ce terme, vous décrivez les plaies cutanées, vous décrivez les escarres, c'est ça qui compte. L'infection, attention, j'ai une fièvre, j'ai une infection, une grippe, je suis faible, je me lève, je tombe. Mais si je suis tombé, je peux être aussi resté par terre longtemps et je peux avoir une mauvaise respiration, mes poumons sont un peu tassé, un peu ratatiné, et donc je vais avoir une plus grande probabilité d'avoir une infection parce que j'ai été en difficulté de respirer à fond et pourquoi pas de tousser pour vider mes sécrétions qu'il y a dans mes bronches. Donc ça, c'est l'infection pulmonaire qui est une conséquence des chutes et qui peut être une cause aussi. Les infections cutanées, je n'y reviens pas, les rhizipelles, la fasciite, du visage notamment, attention à ces données. La fièvre, on a pour habitude de l'appréhender en médecine en disant fièvre égale possible infection, ça c'est vrai. Mais en termes de chute, il y a fièvre qui peut causer la chute, il y a fièvre qui peut révéler une infection pulmonaire cutanée, mais il y a aussi l'hypothermie. Si je suis tombé à mon domicile, la fenêtre ouverte, en pleine période hivernale, je peux faire une hypothermie qui peut être létale, vous le savez, avec la survenue de tout un tas de troubles du rythme gravissimes. Et puis, dernier point, j'y reviens encore une fois, l'incapacité de se relever seul, c'est-à-dire rester au sol de façon prolongée. 1 heure, c'est la barre qu'on retient pour dire une chute prolongée. Ça, c'est important de le décrire. C'est tout de suite pour vous, souvent, s'il n'est pas capable de se relever seul et qu'il vit seul, je n'ai pas d'autre solution que de le transférer pour faire un bilan de ses ennuis et essayer de remettre un peu d'ordre dans ses traitements et pourquoi pas le remettre debout, cette personne âgée. C'est ce problème-là. Incapacité de se relever seul, en tant que tel, chute grave à répétition et source d'incapacité et de récidive, rendant le maintien à domicile difficile. Ça, c'est les complications précoces et on va ensuite avancer dans les complications différées.
Je vous disais que ce syndrome post-chute, il y a des conséquences, la perte d'indépendance fonctionnelle, la perte d'autonomie, un risque de rechute, encore une fois, et la régression. Vous voyez, c'est presque la première ligne, mais qui se décline parfaitement quand j'ai un syndrome post-chute. Encore faut-il l'avoir identifié par les signes que nous venons de voir. Et puis, il y a quelques éléments prédisposants au syndrome post-chute. Alors, on dit que le syndrome post-chute est à prédominance féminin. Je n'ai pas d'éléments pour expliquer ça, c'est une constatation. Et par contre, la station au sol prolongée, toujours cette incapacité de se relever tout seul, qui dure au moins 1 heure, ça, c'est un fort élément associé à un syndrome post-chute. Donc vous êtes arrivé chez un chuteur à répétition, quelqu'un qui n'a pas pu se relever, qui est déjà tombé, qui était resté plusieurs heures par jour, qui sort plus beaucoup de chez lui, vous avez fait le diagnostic de syndrome post-chute. Et ça, ce n'est pas compatible de le laisser dans l'état à la maison sans qu'une intervention spécialisée pour redynamiser cette personne ne soit proposée. Et puis, on va en faire largement un focus. Qui dit personne âgée dit plein de médicaments, je l'ai déjà dit, et des médicaments exposent à la iatrogénie, c'est-à-dire des événements inattendus liés à la prescription d'un médicament. Je pense aux anxiolytiques. Les anxiolytiques, ce sont des sédatifs qui font tomber. Vous prenez quelque chose pour dormir le soir parce que vous dites que vous avez un mauvais sommeil, vous êtes dans un équilibre précaire, vous vous levez la nuit avec des besoins d'aller aux toilettes, vous avez des anxiolytiques, vous allez tomber. Voilà, ça c'est absolument rédhibitoire. Et le dernier de cette diapositive, c'est la contention. La contention, c'est le fait d'attacher, d'entraver quelqu'un. Alors, outre l'aspect de violence, il y a un aspect délétère, c'est-à-dire que plus je vous attache, plus je vais augmenter votre risque de chute. Et des hôpitaux, pendant très longtemps, avaient pour objectif, chez un chuteur, on prescrivait, quand on était jeune médecin, contention. On ne voulait pas que les gens se lèvent, parce qu'on se disait, ils vont retomber pendant leur séjour hospitalier. Et les gens passaient au-dessus des barres et se fracturaient le col du fémur. Et plus on contend les gens, plus on fait de contention, plus ils vont tomber. Donc la contention doit être prescrite à durée déterminée, et le médecin qui l'a prescrit doit intégrer le risque de chute chez ces personnes. Cette vidéo, je vais vous la laisser voir vous-même, puis après, je vous ferai, moi, mon analyse de cette situation, et je pense qu'on va être, avec tout ce qu'on s'est dit par le passé, assez raccord sur un certain nombre de nos conclusions. Pour résumer, ces données sur les complications des chutes. Les complications des chutes sont multiples, c'est une banalité que de vous dire ça. Principalement traumatiques au début, c'est celles que vous identifiez et que vous recherchez tout à fait avec efficacité. Secondairement, attention, perte de l'autonomie liée aux chutes à répétition, perte des capacités de marche, donc risque de rechute. La principale complication des chutes, c'est bien sûr le côté récidivant, je l'ai dit et je le redis. Tout commence par êtes-vous tombé plusieurs fois au cours de la dernière année? Et si oui, attention, pronostic, récidive, complications plus importantes. Et si vous décidez, et c'est toutes les problématiques, on y reviendra peut-être dans le module complémentaire auquel j'espère vous participerez dans quelques temps, si un transfert secondaire, je ne sais pas si c'est le terme consacré, du domicile vers un centre hospitalier avec un plateau technique n'est pas requis, on laisse la personne à son domicile, et bien à ce moment-là, il est prudent de rechercher, il est même nécessaire selon moi, un syndrome post-chute, d'en parler au médecin traitant, d'en parler à l'infirmière de coordination, d'en parler à la famille pour essayer de rompre ce cercle vicieux. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce chapitre des complications des chutes. Vous êtes des pratiquants, maintenant on a juste un peu classé les livres dans la bibliothèque. Je vous souhaite une très bonne journée.